Pierre Moscovici, après une semaine d'errance, les migrants de l'Aquarius ont débarqué à Valence. Comment jugez-vous, les décisions de l'Italie de ne pas laisser ce navire accoster et qui, depuis, a fermé ses portes à 2 nouveaux bateaux ONG ? Je ne suis pas un spécialiste du droit maritime et donc je ne vais pas juger la légitimité juridique de ces décisions. Mais je vois qu'il y a assurément une volonté politique qui est la marque du nouveau gouvernement et notamment du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qui est de dire au fond, voilà... Ça vous inquiète ? Ce n'est plus un territoire hospitalier pour l'immigration, alors qu'il faut reconnaître que c'est vrai, l'Italie a été laissée beaucoup en première ligne de front d'une crise migratoire et s'est sentie privée de solidarité. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir de jugements exagérément moraux ou politiques, même si l'Europe est humaniste ou elle n'est pas, même si l'Europe est solidaire ou elle n'est pas, il faut avant tout avoir une réaction politique. C'est se demander comment justement réintroduire de la solidarité dans nos politiques migratoires. Comment construire une vraie politique migratoire européenne. Parce que ce type d'incident humainement insupportable interpelle vraiment le sens de l'humanité, de l'humain qui est en nous. Et politiquement, c'est dangereux si on laisse comme ça, petit à petit, se réintroduire le nationalisme et se fermer nos frontières. Nos frontières à l'égard de ceux qui viennent chez nous, mais nos frontières entre nous aussi. Alors, la France a annoncé qu'elle étudierait au cas par cas certains des dossiers des migrants qui ont débarqué en Espagne, de l'Aquarius. Est-ce que vous diriez que la France pourrait être plus généreuse ? Vous êtes un socialiste, il y a une tradition française, est-ce que vous la revendiquez ? J'ai une sensibilité particulière là-dessus. Moi-même, je suis le fils d'un homme qui est arrivé en France comme réfugié, qui n'était pas français quand je suis né. Je pense que la France est un grand pays qui a une tradition d'accueil et qui doit s'enorgueillir de la conserver. Et il faut simultanément garder aussi le sens de la fermeté nécessaire. Et Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, avait une bonne formule. Il disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Mais voilà, il y a une deuxième partie de la phrase. Et je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans la tradition française. Moi, je me réjouis que la France puisse accueillir des migrants venant de ce bateau. La France n'a pas accueilli l'Aquarius lui-même, mais qu'il y ait... Il a beaucoup tardé avant de réagir. Mais qu'il y ait, de la part de la France, une volonté de prendre sa part. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question. C'est comment est-ce qu'on parvient à avoir une politique d'asile qui soit commune, ne pas laisser le régime de Dublin, qui est aujourd'hui obsolète, fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, laissant certains pays en première ligne et d'autres pouvant rester un peu en dedans de la main. Et donc, comment parvenir à avoir une politique qui permette aussi d'accueillir de manière répartie les migrants qui viendront de toute façon sur notre sol. Et puis, deuxième chose, comment créer une vraie politique européenne d'asile et de migration, d'accueil des migrants, dans le budget pluriannuel de l'Union européenne que la Commission a proposé pour les années 2020-2027, nous proposons de multiplier par 2 le budget d'accueil pour les migrants, le porter, cette politique, à 34 milliards d'euros. À l'évidence, on voit là qu'il y a un besoin d'Europe. Vous savez, pour ceux qui disent l'Europe est le problème, non, l'Europe est la solution à condition d'être capable de définir des politiques communes qui soient à la fois fermes et solidaires. Les 2 mots doivent aller ensemble. Pascal Jalabert. Oui, c'est bien beau de vouloir faire une politique commune européenne, mais on a l'impression que ce sont, entre guillemets, les partis durs, ceux qui ne veulent pas des migrants, qui gagnent partout en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, maintenant en Italie. Donc, comment on fait si les États ne veulent pas ? Mais interrogeons-nous sur pourquoi ils gagnent. Je crois qu'ils gagnent pour 2 raisons. D'abord parce que l'Europe sort d'une crise économique. Elle en est sortie. Aujourd'hui, la situation économique de l'Europe est bien meilleure. Mais il y a des dégâts de la crise. Ces dégâts, ce sont des inégalités. Si vous prenez l'exemple de l'Italie, vous voyez un pays où il y a toujours une fracture entre le nord et le sud, qui s'est probablement accrue, où la jeunesse se sent laissée de côté. Et de surcroît, et c'est la deuxième raison, est arrivée là, la crise migratoire, qui précisément a touché les pays les plus fragiles. Mais pourquoi voter pour ces partis nationalistes ? Est-ce que ça incite à avoir moins d'Europe, ou est-ce que ça incite à dire c'est parce que la réponse, c'est parce que le résultat européen n'a pas été à la hauteur, mais nous avons au contraire besoin d'Europe. La vraie réponse à la crise migratoire en Italie, c'est que l'Italie sente qu'elle peut compter sur la solidarité de ses partenaires, de ses amis, et qu'on soit capable de mettre en place une politique commune. Il y a
un sommet franco-allemand mardi très important, dans lequel, qui va être un peu éclipsé par ces questions migratoires, mais l'autre sujet va être la refonte du budget de la zone euro. Macron s'est battu pour ça. Angela Merkel a un peu freiné là-dessus. Finalement, on se dirige vers un budget qui ne sera pas de plusieurs centaines de milliards, mais plutôt de quelques dizaines de milliards. Est-ce que c'est insuffisant? Alors, d'abord, prenons quand même la mesure de ce qui se passe dans les 15 jours qui viennent. Nous entrons dans 2 semaines qui seront peut-être décisives pour l'histoire de l'Europe. Il y a d'abord, à la fin de la semaine, jeudi 21 et vendredi 22, une réunion de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro. Mais je préfère prendre les choses chronologiquement parce que c'est très important de saisir les enjeux. Qui doit décider de la sortie de la Grèce du programme d'assistance et d'aide dont elle bénéficie depuis 10 ans. Ce sera la fin officielle de la crise économique et ce sera pour le peuple grec une bouffée d'oxygène. Ce sera l'entrée de la Grèce, j'allais dire, dans un statut normal au sein de la zone euro. Elle sera sauvée parce que la croissance est revenue, mais la dette a explosé. Elle est à 178% du PIB. C'est la raison pour laquelle les ministres des Finances, la Commission européenne, que je représente dans ces discussions, doit absolument, à la fin de la semaine, jeudi 21, décider d'un paquet de mesures d'allègement de la dette grecque qui soient significatives. Il ne s'agit pas de l'effacer, personne n'en veut l'effacer. Il n'y a pas de volonté de la part des États qui sont créditeurs d'effacer la dette, parce qu'au fond, ce seraient nos concitoyens qui seraient lésés. Non, mais il faut alléger la charge de la dette. Alors, il y a toute une série de mesures techniques qu'on peut prendre en la matière, il faut les prendre. Et si on le fait, alors oui, on verra cette sortie de la Grèce de son programme, et ce sera un moment symbolique très important, politique pour l'Europe, et ce sera aussi le passage du témoin vers la deuxième échéance, qui est la semaine prochaine, qui est un Conseil européen, le 28 et 29 juin, qui traitera à la fois des migrations, du budget de l'Union européenne et de la réforme de la zone euro. Et là, il ne faut pas se louper. Et c'est la raison pour laquelle cette réunion demain est très importante. Et d'ailleurs, vous aurez noté qu'il participe aussi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, parce que c'est la manifestation du fait que pour que l'Europe avance, il faut que Paris, Berlin, Bruxelles soient alignés. Moi, je partage les propositions d'Emmanuel Macron sur un budget de la zone euro pour l'avenir qui soit très ambitieux et qui permette de réduire les divergences au sein de l'Europe. Parce que le vrai problème, c'est la montée des inégalités. Et ce ne sera pas le cas. Alors, ce ne sera pas le cas. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a un début de consensus, qui j'espère se manifestera demain, entre la position française, très ambitieuse, la position allemande, à la base très prudente, la position de la Commission européenne, également très volontariste, pour qu'il y ait, pour la première fois, la création d'un budget de la zone euro. Certains diront ce n'est pas assez, d'autres diront c'est trop. Moi, j'y vois plutôt une graine qu'on sème, et il faudra ensuite l'arroser pour que la plante devienne superbe. Je suis plutôt pour voir, c'est mon tempérament, le verre à moitié plein. Encore faut-il que tout de même, il y ait des fonctions qui soient assumées, ce qu'on appelle la fonction de stabilisation, comment est-ce qu'on résiste à un choc extérieur, et aussi qu'on soit capable de traiter les problèmes de divergence à l'intérieur de la zone euro. Si ce budget voit le jour, même s'il n'a pas le volume ou le montant attendu ou nécessaire, ce sera tout de même quelque chose de très important, car ce sera la première fois. Vous parliez des élections européennes. Est-ce que tout cela aura un impact sur ces élections? Est-ce que vous ne craignez pas que les populismes aient un boulevard devant eux? Mais bien sûr, ça aura un impact. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du moment dans lequel nous sommes. J'ai dit la crise économique est finie, et je le maintiens. Nous sommes maintenant sur un régime de croissance qui est solide. Nos économies recommencent à créer des centaines de milliers, des millions d'emplois si on consolide à l'échelle du continent. Les finances publiques sont assainies. Regardez, ça semble pas être suffisant si on voit la montée des populismes. Mais non, parce que nous sommes passés de la crise économique à une crise politique. Cette crise politique, elle est là. Et il faut l'affronter avec conscience. Conscience que nous vivons un moment grave. Quand nous voyons des populistes ou des nationalistes revenir sur beaucoup de pays du continent, quand nous voyons les ministres autrichiens, italiens et allemands parler d'un axe contre l'immigration, mais l'axe, vous savez, les mots ont un sens, mais les puissances de l'axe. Je crois qu'il faut quand même être conscient que nous vivons un moment dangereux pour l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il y aura sans aucun doute une percée populiste, et il faudra du coup que les pro-européens soient extrêmement mobilisés, extrêmement actifs, extrêmement forts, qu'on ait des idées nouvelles pour l'Europe. Parce que si on se contente du statu quo, si on fait, comme on dit en anglais, le business as usual, comme d'habitude, les idées de qui ça ne marchera pas. Mais il faut que les forces de droite, les forces de gauche,
les forces du centre, qui sont favorables à l'Europe, franchement, décident de passer la surmultiplier. Et des solutions, on parlait de la migration, la solution est européenne. On parle du changement climatique, la solution est européenne. Quand on discute avec Trump, la réponse est européenne. Et tous ces défis-là nous appellent à avoir une Europe mieux construite, plus ambitieuse, plus forte. Et il faut être conscient qu'on aura un Parlement européen beaucoup plus compliqué la prochaine fois. Non pas dominé par les populistes, ça je ne le crois pas, mais où la majorité ne sera plus détenue par deux partis, les conservateurs et les socialistes, où il faudra une base, une plateforme européenne beaucoup plus ambitieuse et diverse. Pierre Moscovici, soyons très concrets justement dans ce paysage-là. Votre parti, en tout cas son premier secrétaire, a dit qu'il excluait d'y aller. Donc revient une option, vous l'entendez, c'est celle d'une candidature de la vôtre. Mais vous savez, on parle depuis le début de notre entretien de sujets qui sont des sujets quand même d'une extraordinaire gravité. Il ne faut pas faire comme si nous étions dans un moment banal. Ce n'est pas une crise européenne parmi d'autres. C'est vraiment le nationalisme qui monte partout. Et donc, il faut aborder cette période avec la conscience, de la gravité du moment, la conscience pour les sociodémocrates de leur déclin historique. Mais vous l'avez, vous. La conscience du besoin de refondation intellectuelle. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que moi, je refuse totalement, mais alors totalement, de me mettre dans une petite tambouille, une petite cuisine où on lance des noms en pâture pour les critiquer ou pour les approuver. Mon sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la Grèce sorte de son programme. Mon sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la zone euro connaisse une vraie réforme. Mon sujet aujourd'hui, c'est qu'on ait un budget de l'Union européenne qui permette de réduire les inégalités. Et ce que je voudrais du Parti socialiste comme des autres partis, c'est qu'avant de discuter des candidatures, avant de discuter des personnes, on discute enfin du fond. Et le fond, quel est-il pour moi? Moi, je suis un social-démocrate. Je ne me positionne pas dans la vie d'un parti parce que tous les jours, honnêtement, c'est pas ce que je fais. Je consacre très peu de temps à ça. Mon job, c'est d'être commissaire européen. Mais aux sociaux-démocrates, je dirais, soyez ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire des pro-européens de gauche. Un parti social-démocrate ou socialiste qui n'est pas pro-européen est un parti qui n'est pas digne de son histoire. Vous avez vu que le Parti socialiste a confié le chantier de l'Europe à deux personnalités issues de l'aile gauche du Parti socialiste, Emmanuel Morel en l'occurrence. Franchement, le Parti socialiste fait ce qu'il veut. Ça n'est pas mon affaire. Ce que je souhaite, c'est qu'au final, il y ait, encore une fois, des forces pro-européennes de droite, de gauche et du centre dans mon pays. Et je dis de droite, de gauche et du centre, ça veut dire que je ne comprendrais pas qu'en France, on n'ait pas une formation de gauche qui soit capable de brandir avec fierté le drapeau européen, de dire nos solutions sont européennes, de faire aussi... Ils viennent vous chercher, vous ne direz pas non. Mais je viens de vous dire que ça n'était vraiment pas, mais alors pas du tout le sujet du jour. Et si j'ai envie de dire une chose, pour ce qui est de ceux qui parlent de ma candidature, franchement, laissez-moi tranquille, c'est pas mon sujet du moment. Pascal Jalabert. Justement, ne faut-il pas faire à ce compte-là front contre front? C'est-à-dire que une alliance des sociodémocrates, des démocrates sociaux, de la droite progressiste contre tous ceux qui ne veulent pas de l'Europe. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Est-ce que dans tous les pays, il ne faut pas dire écoutez, voilà, nous on est les pro-européens, on est ensemble, on fait bloc face aux dangers nationalistes? Vous savez, on a une histoire qui raconte ça. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1992, au moment du traité de Maastricht, il y avait eu les fameuses tribunes de Maastricht, où tous les leaders étaient venus ensemble sur les mêmes tribunes, Giscard, Chirac, etc. Ils avaient fait front commun. Et à ce moment-là, le Front National, et Philippe de Villiers et quelques autres avaient dit « c'est l'UMPS ». Voilà. Et je pense que si on n'est pas capable de voir qu'il y a des pro-européens de droite, de gauche et du centre, mais distincts, qui chacun parle à un électorat, qui chacun ont un patrimoine commun. Ce patrimoine commun, c'est l'Europe, mais qui ont aussi des différences de sensibilité. Alors, on ne ratisse pas large. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce qui est très important, c'est que dans le prochain Parlement européen, et je ne parle pas seulement de la France, il y ait, encore une fois, une force conservatrice, elle s'appelle le PPE, mais pro-européenne, plutôt Merkel-Corban. Oui. Qu'il y ait une force libérale et centriste, on verra quelle sera sa forme, qui, elle, est l'Europe à cœur, et que les sociodémocrates demeurent une force puissante. Et c'est autour des pro-européens que l'Europe sera gouvernée demain. Ce sont les pro-européens qui doivent combattre les populistes, mais il est aussi logique qu'il y ait des différences entre eux. Vous voyez, moi je suis un social-démocrate, un pro-européen, je ne me confonds pas avec d'autres pro-européens. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand étaient également pro-européens l'un et l'autre, ils ne faisaient pas liste commune. Donc il est logique qu'il y ait des distinctions, mais la distinction, c'est pas la guerre. Et il faut garder ce patrimoine commun
qui est l'Europe, la construire ensemble. Un petit mot sur l'actualité de la matinée. Tous les partis de gouvernement sont vraiment en tension sur ce sujet-là et les partis des Républicains se déchirent ce matin puisque Laurent Wauquiez évince de la direction Virginie Calmels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ce qui est du débat entre Wauquiez et Calmels, rien. Mais qu'est-ce que ça traduit de quoi ? Mais il y a quand même une chose que je pense, vraiment. J'ai dit qu'il fallait des pro-européens de droite, de gauche et du centre. J'ai parlé de la gauche, parce que c'est ma famille social-démocrate, mais ça vaut aussi pour la droite. Si Laurent Wauquiez confond sa formation politique avec le Front National, si ses positions ne sont pas les positions pro-européennes, alors lui aussi perdra la partie historique. Et ce sera, je pense, mauvais pour la droite en France. Encore une fois, on a besoin d'équilibre politique. Et dans l'équilibre politique français, il y a aussi une force de droite pro-européenne. Si Laurent Wauquiez ne le comprend pas, alors il sera le fossoyeur de cette force. Et il ouvrira, lui aussi, la porte au nationalisme.